Une série qui démarre vraiment dans l'épisode 2. Voilà comment résumer brièvement cette vidéo, en espérant que la suite se tienne. Mais en attendant, nous allons pouvoir développer tout ce qui s'est passé dans ce chapitre 2 du livre de Boba Fett. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game. On se retrouve pour la deuxième fois sur la série Le livre de Boba Fett. Mais avant tout, j'ajoute qu'il s'agit de la première vidéo de l'année, donc je le dis, bonne année à tous. J'espère que l'année 2022 sera meilleure que la précédente. Et pour ma part, je ne sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Voilà, c'est depuis quelques jours, mon intuition me dit que l'année 2022 sera forcément meilleure que la précédente. Mais bref, j'invite tous les nouveaux arrivants à me retrouver sur la première vidéo, là où je parle du premier épisode sans spoil, où je donne beaucoup plus en profondeur mon avis sur la série. Tandis qu'ici nous allons plus parler en profondeur en spoilant à gogo l'épisode 2, un long épisode de 50 minutes. D'ailleurs, la série The Mandalorian ne proposait pas toujours des épisodes aussi longs, et ce n'est pas un hasard car ce chapitre avait beaucoup de choses à raconter et on va développer tout ça. Nous sommes à Mos Espa sur Tatooine, là où Boba Fett est devenu le daimyo. Il interroge le mystérieux tueur à gages de l'ordre du Nightwing que Fennec a précédemment capturé. Ce dernier leur avoue qu'il a été envoyé par le maire Mok Shaiz. Ce faisant, Boba va se rendre face à ce dernier, là où l'assassin se fait démonter rapidement avant que le maire ne leur donne une récompense, car l'ordre du Nightwing n'a pas le droit d'agir en dehors de la base Hutt. Ce dernier les invite à jeter un petit coup d'œil au sanctuaire Garsa, et c'est là que Boba apprend que les jumeaux revendiquent l'héritage de leur défunt cousin, Jabba le Hutt. Une fois la première moitié de l'épisode passé, on se retrouve dans la seconde qui se déroule entièrement dans un flashback. Flashback où on voit Boba apprendre à se battre comme un homme des sables. Et sur le coup, je n'ai jamais fait le rapprochement, je me suis dit « Ah mais putain, mais c'est pour ça qu'en fait, dans The Mandalorian, on le voit se battre comme tel. » Donc ça veut dire que Jon Favreau avait vraiment prévu ça à l'avance. Et en échange, Boba va leur apprendre à se défendre contre leurs ennemis, en commençant par le pilotage, et avec ça, ils vont réussir à stopper ce train de malheur. Et à ce moment-là, Boba va poser de nouvelles règles afin de protéger les Tuskens. Et en récompense, le chef lui offre un guide, un lézard qui rentre dans ses trous de nez. Voilà, un beau cadeau. Mais il est là pour l'aider à trouver son chemin. Un espèce de rituel va se former où Boba va trouver un bâton, ce avec quoi il va pouvoir forger sa propre arme Tusken. Et cet épisode quand même assez copieux se termine sur une espèce de danse. J'ai noté quelques petites choses durant tout le long. Déjà, bon je pense que ça ne vous a pas échappé, le maire est un Ithorien. Il y a un petit détail intéressant, c'est que tout comme la série The Bad Batch, ils lui ont posé un espèce d'appareil autour du cou pour sa communication. Un autre petit détail pas forcément important, c'est dans l'espèce de casino, vous savez, on retrouve un espèce de droïde. Et ce droïde me rend tellement nostalgique du Star Tour. C'est vrai que je vous en ai jamais parlé, mais en vérité, le Star Tour, c'est mon enfance. Mais bref, je m'égare, j'ajoute aussi qu'on voit régulièrement Boba dans son espèce de capsule de soins, là où il refait ses cauchemars sur sa survie passée. Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi fait-il régulièrement ces séances, qui visiblement ont l'air de faire partie de son quotidien. Est-ce qu'il a développé une espèce de maladie depuis le Sarlacc, ce qui fait qu'il est obligé de faire ces séances régulièrement? Est-ce que plus tard dans la série, il sera handicapé ou il ne pourra plus faire ça? La suite nous le dira. En tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant de montrer l'envers du décor des Tuskens. Eux qui ont toujours été vus comme des pillards, cette fois se font écraser par les plus forts, par ceux qui ont le plus de moyens. Et justement, en parlant de ça, toute la partie flashback avec le train m'a fortement rappelé le film Lawrence d'Arabie, qui est un film que j'adore. Et bon, évidemment, je pense que ce n'est pas là par hasard, c'est un hommage. The Mandalorian faisait aussi des clins d'œil à des vieux films cultes comme Les 7 mercenaires ou encore Le salaire de la peur. Et pour le coup, je n'ai pas l'impression que ces flashbacks soient là pour meubler. Ça aura forcément un impact sur l'histoire principale. Ce que j'apprécie dans cette idée de flashbacks, c'est que c'est beaucoup plus honnête que la série The Mandalorian qui cherche à faire des quêtes annexes, à s'égarer pour meubler et étirer davantage les saisons. Mais de plus, je pense que ça aura un impact sur l'histoire principale avec les personnages, les nouveaux personnages qui apparaissent. Il y a forcément quelqu'un qui va recroiser la route de Boba plus tard. Quelqu'un qui bosserait par exemple avec les jumeaux Hutt. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas eu ce sentiment de voir du remplissage. Pour l'instant, cet épisode va beaucoup plus dans le vif de la politique, en rapport avec la position de Boba sur le trône de Jabba. Et ça va soulever la question suivante, est-ce qu'un chasseur de primes peut vraiment diriger, prendre cette place? On va donc aborder tout ce qu'il y a autour de la gestion des différents trafics. Le livre de Boba Fett est finalement une série mafieuse sur les guerres de gangs. Et pour le coup, c'est donc très différent de The Mandalorian. Et ça,
c'est bien. De plus, ça fait d'autant plus western que cette dernière. Avec ça, un côté très chamanique lors de la phase avec les Tuskens, qui représentent bien sûr les Indiens. Boba est littéralement comme un cow-boy qui incrustait les Apaches pour survivre. Ce qui, selon moi, fait écho avec encore un vieux film culte que j'adore, Danse avec les loups. Bon, évidemment, tous les films que j'ai cités, je vous les recommande. Hein. Par contre, il y a un truc que j'ai trouvé extrêmement enfantin, c'est l'assassin au début. On nous fait comprendre que quoi qu'il arrive, il ne parlera pas. Mais lorsqu'il est pris au piège, eh bien, il décide de tout avouer. Alors qu'il était justement censé avoir la réputation de ne pas parler. Bref. C'est un petit peu con parce que juste avant, le mec était prêt à mourir. Et là, en fait, on le propose de le tuer. Mais il avoue. À côté de ça, j'aime beaucoup le petit côté old school sur l'image. L'image, les décors et même les acteurs choisis, on se sent très proche de la trilogie originale. Et côté musique, je trouve qu'il y a toujours un bon travail de fait, mais particulièrement sur le son d'ambiance. J'ai un petit coup de cœur sur le thème qu'on entend lorsque Boba intervient dans une scène. On remarque aussi un bon développement sur le design des Hommes des Sables, ce qui les rend davantage charismatiques visuellement, mais aussi intérieurement car la série fait évoluer cette espèce dans sa survie. Et pour l'instant, c'est encore un point fort que je relève. Donc voilà, mon estime a pas mal remonté dans l'épisode 2, je vais rapidement revenir sur l'épisode 1, avant de passer à la partie de vos commentaires de la vidéo précédente. Je voulais revenir rapidement sur la course-poursuite qui a déçu beaucoup de gens, moi y compris, et en fait je pense que le problème vient du manque de dynamisme du cadrage, chose que l'on ne retrouve plus dans les scènes d'action de l'épisode 2. En effet, l'épisode 2 propose une espèce de caméra épaule, ce qui rend la chose beaucoup plus mouvementée. Et chose à part qui n'a rien à voir, vous savez, le moment où Boba se réveille de sa séance, genre il dit à Fennec qu'il recommence à faire des cauchemars. The dreams are back. Et Fennec s'en bat complètement les roubignoles, messire. Et c'est pour ça que je suis vraiment très curieux de savoir si la relation va évoluer entre ces deux personnages. Alors évidemment, je ne parle pas forcément d'une relation amoureuse, mais au moins amicale. C'est une autre chose qui pourrait être intéressant à développer. Puisque pour moi, l'intérêt de cette série est bien sûr de faire évoluer ces personnages. Voilà, j'ai encore des choses à dire, mais avant de conclure, j'aimerais aborder la partie de vos commentaires de ma vidéo précédente, car j'en ai relevé quelques-uns qui pourront bien compléter cette vidéo. En commençant par Amphiprion Ocillaris, qui nous explique que cette mini-série est plus dans la contemplation, et ce, à la manière d'un western, et je pense qu'on l'a bien ressenti dans l'épisode 2. Et ce à quoi j'ajoute que c'est cohérent du fait que The Mandalorian était déjà une sorte de western. D'ailleurs, le chasseur de primes, de toute façon, c'est un concept qui est inspiré des westerns. Patrice nous dit que Disney joue un peu avec le feu à force de vouloir faire trop de Star Wars. Et c'est pourquoi moi j'ajoute que à chaque production, ils doivent vraiment faire pas un sans faute, mais disons qu'ils doivent éviter de plus en plus les erreurs. Et moi je pense surtout à la série Obi-Wan qui est une des séries que j'attends le plus. Nous avons ensuite Lazerian qui lui voit plus l'inverse d'un spin-off, et que The Mandalorian fait plus bonus du livre de Boba Fett. En effet, dans le fil conducteur de Star Wars, c'est Mando qui ramène l'armure à Boba Fett, et maintenant on peut enfin connaître la véritable suite de l'histoire. Et pour le coup, je trouve que c'est un débat intéressant car c'est vrai que on aurait très bien pu commencer par le livre de Boba Fett, pour ensuite regarder The Mandalorian. Après évidemment, tout dépendra si l'enjeu est aussi fort que les films originaux, même si j'en doute, je pense que l'enjeu sera plus au même niveau que celui de Boba Fett. Genre, je ne pense pas qu'on le fera affronter un Seigneur Sith. Mais comme l'a dit le producteur Robert Rodriguez dans une interview, la suite nous réserve quelques surprises. Et j'ai hâte. Et nous finissons sur Zezer qui aimerait voir une version live d'Omega dans cette série, maintenant qu'on sait que cette dernière est une sorte de sœur de Boba Fett. Et ce à quoi j'ajoute que ça arrivera forcément, mais pas nécessairement dans cette série. En tout cas, j'avoue avoir un peu sous-estimé cette série dans l'épisode 1, qui était quand même beaucoup plus mollasson. Le livre de Boba Fett a finalement beaucoup plus de choses à raconter qu'il n'y paraît, ne serait-ce qu'en storytelling. Et même les combats m'ont paru beaucoup plus nerveux, comme je vous l'ai dit, avec l'espèce de style caméra-épaule. De plus, la scène du train était quand même plutôt stylée, même si on sait tous que rien n'avait de sens au niveau de la physique. Mais bon, après ce n'est pas la première fois dans un Star Wars. Espérons juste que l'épisode 3 tienne ce cap de la même façon jusqu'à la fin. Mais pour l'instant, la série a l'air d'être en bonne voie et ne va pas toujours dans la facilité avec le fanservice. Mais je reste quand même un peu méfiant, attendant de voir la suite avant de juger vraiment
cette série. En tout cas, de votre côté, si vous avez des choses à ajouter sur cet épisode, n'hésitez pas à me faire part de votre analyse dans les commentaires, car peut-être je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans une vidéo suivante, si je décide d'en faire une. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.